Crimes et témoignages, la collection de podcasts de faits divers de France Bleu. C'est cette grand-mère qui un jour, en 92, a tué sa petite fille de 2 ou 3 coups de revolver dans la nuque. Je me rappelle très bien l'avoir entendu dire à la cour d'assises. J'ai pris mes repères rachidiens et ça a fait flou. Je l'entends dire ça, mais je l'entends, et quand je vous le dis, je la revois et je l'entends. L'affaire Monique Berthaud avec Marion Streicher de France Bleu Besançon. Sarah Berthaud, 1983-1992. Au cimetière des Chaprais à Besançon, c'est ce qu'on lit sur une tombe en marbre rose, surmontée d'une pierre noire et d'une colombe prête à s'envoler. Pas de fleurs fraîches, personne ne semble venir ici se souvenir de Sarah. Sa maman et sa sœur ont quitté la région, on ne pourra pas les entendre, et je vous expliquerai pourquoi. Sarah est morte à l'âge de 9 ans. De mémoire judiciaire, cela n'arrive jamais qu'une grand-mère tue sa petite fille, et pourtant c'est arrivé ici. Je m'appelle Marion Streicher, je suis journaliste à France Bleu Besançon. Tout ce que je sais de Sarah, je l'ai appris en suivant le procès de sa grand-mère, jugée pour un crime qui ne ressemble à aucun autre. Les jours qui précèdent ce crime ont certainement été très heureux pour Sarah. La fillette fête son anniversaire le 5 octobre 1992. C'est un dimanche. Je l'imagine en train de souffler ses bougies avec sa grande sœur Julie et Laurence, sa maman. Elle a certainement déballé un cadeau. Peut-être ont-elles joué toutes les trois. Le jeudi suivant, sa grand-mère, Monique, vient chercher Sarah à la sortie de l'école. Ce n'était pas prévu. Le soir, Laurence ne retrouve pas sa fille, alors elle alerte la police. C'est le début de l'affaire Monique Berthaud, une affaire que le grand public découvre à la télé, au journal régional. La police est aussitôt prévenue, lance un avis de recherche de la fillette, mais aussi de sa grand-mère âgée de 60 ans. Cette dernière est en effet en conflit avec sa fille au sujet de l'enfant. Le tribunal a refusé récemment le droit de visite à la grand-mère, un médecin soigné pour dépression. Durant 5 jours, les policiers cherchent Sarah et Monique dans toute la région, jusqu'à ce que les voisins retrouvent la grand-mère devant chez elle. Ce matin, rue des Granges, le drame tant redouté est découvert. Des commerçants aperçoivent cette femme au comportement inhabituel. Elle s'est garée en face de mon magasin. Et quand je l'ai vue marcher pieds nus, en pyjama, avec un imperméable par-dessus, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Évidemment que quelque chose ne va pas. Monique Berthaud est désorientée, elle erre dans Besançon. Mais où est Sarah ? Nous, on a regardé tout ça, on voyait rien. Dans la maison, il n'y avait rien. Cette femme, c'est Sylvie Maillot, la voisine de Monique. Et le matin, on a vu toute la police, tout ça, et on a vu que la voiture était garée en face. Et que la petite était dans l'auto. Quand même, une petite... Moi, j'en pleure de ces trucs-là, quand même, c'est horrible. C'est horrible. Elle a tué la petite. Elle l'a emmenée dans un bois. Elle y a fait prendre des remèdes. Il paraît que Madame Berthaud a voulu les prendre, les remèdes. Elle s'est loupée. Elle est revenue rue des Granges, on ne sait pas pourquoi. Et puis alors là, tout de suite, la police est arrivée, ils l'ont emmenée. Et après, plus de nouvelles. Autant j'ai eu du mal pour cette petite fille, mais elle, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce que l'on sait, c'est que le 8 octobre, Monique enlève Sarah à la sortie de l'école. Elle l'emmène dans un champ dans la campagne bisontine. C'est un champ où toutes les deux sont déjà allées pique-niquer. D'ailleurs, dans le coffre de la voiture, il y a des jouets, il y a des livres. Mais Monique a aussi emporté un revolver, des munitions et plusieurs boîtes d'anxiolytiques, les fameux remèdes dont parle Sylvie, la voisine. Ces médicaments, utilisés habituellement par Monique, servent cette fois à endormir Sarah. Le sort de l'enfant est scellé. Monique attend que Sarah soit endormie, puis elle la tue de 3 balles dans la nuque. Ça a fait pfff. C'est comme ça que Monique Berthaud parle de son geste au policier qui l'interroge. C'est un récit glaçant. On sait aussi qu'ensuite, Monique Berthaud avale plusieurs comprimés de Tranxène, mais comme elle en prend régulièrement, son corps résiste, elle a envie de mourir, mais la mort ne veut pas d'elle. Pour mieux me rendre compte, je suis allée sur les lieux du crime, dans une pâture entourée de bois, dans le petit village de Mérès-sous-Montron. Juste à côté de la pâture, il y a un parking de chasse.
C'est là que Monique est restée prostrée durant 5 jours avec le cadavre de Sarah sous une couverture à l'arrière de la voiture. 5 jours avant qu'on ne la retrouve pieds nus et à garde devant son domicile à Besançon. Changement de décor. Nous sommes cette fois au palais de justice de Besançon, dans les anciennes salles du 19e siècle. Entouré de boiseries, ça sent la poussière, il y a des tapisseries. C'est ici que s'est tenu le procès de Monique Berthaud. Dans les fauteuils des jurés, je m'installe avec Marie-Agnès Crédoz. On est comme ça, on fait comme ça. Cette femme garde la mémoire la plus sensible de cette histoire. Cette femme est mère, grand-mère, mais au moment de l'affaire Berthaud, elle est avant tout la présidente de la cour d'assises. Rappelez-vous, nous avons quitté Monique Berthaud, pieds nus et à garde, rue des Granges à Besançon. Nous la retrouvons cette fois face à Marie-Agnès Crédoz. Elle est en pleine possession de ses moyens. Je la vois arriver, beaucoup plus droite que je ne le suis maintenant. Là aussi, elle avait une posture absolument extraordinaire. Elle était impeccable. Des cheveux très courts, grisonnants, impeccables. Et voilà. Et la première chose qu'elle m'a dit, madame, je vous avertis, je ne suis pas folle et je veux qu'on me juge. Je ne veux pas qu'on me déclare irresponsable pénal. Ça a été sa première parole. Et je me préparais quand même à résister à la tendance, j'allais dire, de prendre le pouvoir. C'est-à-dire, très rapidement, elle a voulu parler. Mais j'ai dû à chaque fois dire, recadrer. Le procès peut commencer. Monique Berthaud apparaît devant la cour, en tailleur gris, la tête haute. Équivoque pour la première fois sur le banc des parties civiles, Laurence, la mère de Sarah, mais aussi Julie, la sœur aînée de Sarah. Laurence a la tête baissée, c'est tout juste en fait si je me souviens avoir vu son visage. Là, je sens très vite que Monique va prendre toute la place. Mais cette neurologue reconnue pour ses qualités professionnelles va-t-elle être capable de nous expliquer pourquoi elle a tué Sarah ? Ce qu'elle explique, en tout cas c'était tout à fait récurrent, elle considère que Sarah était malheureuse chez sa mère et que sa mère ne lui permettait pas d'avoir l'avenir que Madame Berthaud espérait pour sa petite fille. Madame Berthaud reprochait à sa fille de ne pas suffisamment prendre soin de Sarah, qu'elle aimait par-dessus tout. Madame Berthaud se projetait dans sa petite fille, qu'elle voulait aussi bien, sinon mieux qu'elle, et dont elle estimait que seule, elle pouvait faire le bonheur. Elle avait d'ailleurs demandé à avoir, peut-être pas la garde, mais en tout cas des droits de visite plus importants auprès du juge des enfants, ce qui effectivement lui avait été complètement refusé. Mais malgré tout, il y a eu quand même des mesures de vérification de la façon dont Laurence s'occupait de sa fille. Et toutes ces vérifications ont conclu à ce que Laurence était une mère à qui il n'y avait aucune raison de douter qu'elle s'occupait correctement de cet enfant. Donc c'était ça, Madame Berthaud, cette espèce de cet amour irrationnel pour cette petite Sarah, qui forcément lui rappelait quelque chose de son enfance à elle ou de ce qu'elle a voulu faire de sa vie. C'est très clair. Au fil des débats, je me rends bien compte que Laurence n'a rien à se reprocher. Sarah n'est pas maltraitée, sa grande sœur Julie non plus d'ailleurs. Et pourtant, c'est sur cette perception que Monique, cette médecin si savante, si intelligente, Monique décide d'éliminer sa petite fille. 30 ans après, ça reste toujours incompréhensible pour Sylvie, la voisine de Monique. Nous, on l'a connue bien, on se causait, elle était sympathique avec nous. Elle a soigné mon papa, très bien soigné mon papa. C'était une très bonne neurologue. Même moi, il y a eu un moment donné, j'ai fait un petit peu de dépression. Elle m'avait même dit, vu comme vous marchez, un jour vous serez ma patiente. Bon, pour moi, c'est elle qui a fait une grosse dépression. Mystère. Non seulement Monique a tué Sarah, mais elle veut convaincre les jurés que ce meurtre est juste. Et ça met son avocat, maître Henri Leclerc, dans une situation quasi impossible. Cette affaire était très prenante quand même. Et faire dire à la cour d'assises qu'elle devait être acquittée parce qu'elle avait commis un acte juste, ça c'était un peu difficile. Moi, comme avocat, je me dis, les jurés ne comprendront pas. D'ailleurs, moi j'ai suffisamment de mal à comprendre, les jurés ne comprendront pas. Mais je n'ai pas plaidé vraiment contre sa volonté, j'ai essayé de la défendre malgré sa position. Elle me posait problème, cette affaire, mais je ne voulais pas abandonner cette femme. Défendre Monique Berthaud malgré elle, voilà le défi auquel maître Leclerc a dû faire face. J'ai essayé de montrer là où il y avait un doute.
C'est-à-dire que l'accusation était convaincue que la petite fille n'était pas en situation de souffrance particulière. Alors, moi j'ai dit, après tout, ça là-dessus, est-ce que son jugement à elle était si mauvais que ça ? Voilà. C'est-à-dire que j'ai plaidé, s'il y a un doute sur ce sujet-là, vous devez considérer que c'est peut-être vrai. L'important, c'est de déterminer la gravité de l'intention criminelle. Or, cette femme ne tue pas cette petite fille pour la volonté de la tuer seule. En fait, elle la tue pour la volonté de l'entraîner dans son propre suicide. J'ai plaidé le fait que c'est un double suicide. Alors ce serait donc cela, un double suicide, parce que Monique en est convaincue, Sarah ne pourrait pas devenir aussi brillante qu'elle. Monique en veut à Laurence de ne pas offrir toutes les chances à Sarah. Petit à petit, je commence à réaliser que le cœur de ce procès, c'est bien ça. C'est la relation entre la mère et la fille. Une relation très abîmée depuis longtemps entre Monique et Laurence. D'ailleurs, Laurence n'a jamais réussi durant tout le procès à appeler sa mère Madame Berthaud, ni maman d'ailleurs. Elle préférait parler de Madame Rasquin, le nom de jeune fille de sa mère, comme si elle parlait d'une étrangère. Et je vois bien que Laurence a peur. Elle a peur de sa mère, peur de son comportement. C'est pour cela qu'elle ne voulait plus qu'elle voie les petites en dehors de sa présence. Et c'est pour cela que Monique s'est résolue à enlever Sarah. Pour elle, c'était une façon de la sauver. Moi, dans la salle d'audience, je vois bien, je sens bien que l'issue fatale est en train de se dessiner. Alors, comme dans tous les procès, les experts psychiatres sont appelés pour nous aider à comprendre le comportement de l'accusé. Mais dans le cas Monique Berthaud, ils sont divisés. Pour les uns, c'est un délire passionnel, pour les autres, un délire paranoïaque. Je les entends parler d'altération, d'abolition de la conscience, et moi, comme tout le monde, je suis perdu. Parmi tous ces avis, l'expert Daniel Zaguery a choisi la voie du milieu. Si on veut dire les choses de façon simple, effectivement, elle a tué sa petite fille pour la protéger, et elle s'est suicidée par la suite comme si c'était dans une représentation inconsciente de non-séparation éternelle avec sa petite fille. Si je comprends bien, puisque Monique n'avait pas le droit de voir sa petite fille dans la vraie vie, elle voulait donc s'assurer d'être à ses côtés pour l'éternité. Est-ce qu'on parle d'un acte de désespoir, de dépit ou de délire mélancolique, comme disent certains experts ? Pour Daniel Zaguery, la logique de Monique est tout à fait différente. C'est-à-dire qu'elle était dans une espèce d'hypertrophie du moi, de certitude de sa valeur. Elle était imposante, elle était très cassante, très rigide et surtout très projective. C'est-à-dire que c'était toujours les autres, en l'occurrence essentiellement sa fille, qui était responsable de la situation. Ça n'est pas elle qui est fautive, ce sont toujours les autres. Donc il y avait une dimension dans sa personnalité de paranoïa de caractère qui était absolument centrale, et c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle impressionnait tout le monde. Et il y avait quand même une autre dimension assez terrible, qui était à la fois Sarah ne peut pas vivre cette vie-là, et en même temps, je veux, à travers mon geste, atteindre ma fille. En résumé, dans l'esprit de Monique, la responsabilité de Laurence, la faute de Laurence, c'est qu'elle n'a pas été aussi brillante que sa mère. Elle n'a pas fait ce parcours impressionnant d'une vendeuse autodidacte devenue infirmière, puis médecin réputé. Laurence, sa fille, ne correspondait pas à l'image qu'elle avait de son enfant, déjà Laurence, puisqu'elle voulait que Laurence soit brillante. Laurence n'était pas brillante au départ. Elle voulait que Laurence fasse des études extraordinaires. Laurence n'a pas fait de très belles études. Elle reprochait à Laurence, je crois, ses fréquentations. Voilà. Donc, et Laurence ne supportait plus l'intrusion de sa mère dans sa vie quotidienne. Et Laurence dit, j'étais comme en cage, elle m'étouffait. Ça, je me rappelle, mais oui, bien sûr. Laurence n'en pouvait plus d'être avec sa mère. Et Laurence a eu quand même un certain courage de vouloir mettre de la distance entre sa mère et ses filles. C'était courageux de sa part. Moi qui suis maman aujourd'hui, qui dis autant que je peux à mes enfants que je les aime, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu dans ce procès une quelconque marque d'affection entre la mère et la fille, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu Laurence regarder sa mère pour lui dire quelque chose. J'ai souvenir d'avoir vu Madame Berthaud porter le regard sur Laurence, mais avec, comment vous dire, même lui dire, il me semble avoir entendu dire « je t'aime », mais comme on dirait,
J'aime une barre de chocolat. J'exagère un peu peut-être, voyez. C'est logique que ça ne soit pas entendu, parce que ça n'a pas été entendable. Parce que c'est un je t'aime, comme c'est un... Je ne sais pas comment vous dire. Comme c'est comment vas-tu. Je pense sans doute que Laurence et Julie ne l'ont pas entendu. Je me dis, mais moi, comment j'aurais dit? J'aurais hurlé je t'aime et peut-être que j'aurais pleuré en disant je t'aime. Il n'y a jamais eu la moindre larme de Madame Berthaud, ni la moindre larme, ni le moindre sourire. C'est-à-dire qu'on était dans quelque chose de totalement figé, du début à la fin. Mais elle a dit à sa fille je t'aime. Et elle a dit à Julie je t'aime. Ça, elle l'a dit. Vraiment. Laurence et Julie, les deux victimes de cette affaire sont totalement effacées, reléguées au second plan, rendues invisibles ou presque, par cette grand-mère qui dirige les débats, qui distribue des mots d'amour sans aucune saveur, qui impressionne, mais qui n'attendrit pas. Qu'importe d'ailleurs, Monique Berthaud n'est pas là pour se plaindre, ni pour regretter. Écoutez d'ailleurs ce qu'elle a répondu à la présidente qui lui demandait si elle regrettait. Elle m'a dit, madame, le mot n'est pas adapté. On regrette d'avoir cassé une théière. Ce n'est pas un regret, c'est une douleur. Ben oui. Elle l'a dit. Vraiment, elle l'a dit, je suis morte. Mais elle était incapable de le montrer. Mais je crois qu'il y avait une vraie douleur chez cette femme. Bien sûr. Monique Berthaud a obtenu ce qu'elle voulait. Personne n'a dit qu'elle était folle. Elle voulait être sanctionnée, c'est fait. Les jurés l'ont condamnée à 12 ans de prison. Durant l'audience, jusqu'au bout, Marie-Agnès Crédoz a tenté de faire exister Laurence et Julie. La dernière phrase prononcée par la présidente de la cour d'assises était pour elle. En gros, j'ai dû leur dire, sans doute que la peine ne vous convient pas, mais l'avenir est devant vous. Ne restez pas victime. J'ai dû leur dire quelque chose de cet ordre-là. Personne n'oubliera vos visages, personne ne vous oubliera. Vous resterez gravés dans mon cœur. Mais ça, c'est sûr. Là, vous me faites pleurer parce que c'est vrai. Je vous l'ai dit, hein, je la vois devant moi, là. Laurence, elle est partie en pleurant, même en criant, me semble-t-il. Il me semble qu'il y a eu un cri. Je pense qu'elle devait appréhender la sortie de prison de Madame Berthaud, parce que vous vous rendez compte ce qu'elles ont vécu, ces deux femmes. Alors j'aimerais avoir des nouvelles de Julie. Des nouvelles de Julie et de Laurence, j'ai cherché à en avoir, mais je n'en ai pas trouvé. Mère et fille ont quitté précipitamment Besançon. Pour quelle raison? Parce qu'un jour, elles ont vu une codétenue de leur grand-mère rôder autour de leur immeuble. Laurence et Julie étaient terrifiées à l'idée que Monique ou quelqu'un de sa connaissance puisse venir à nouveau semer la mort autour d'elles. Elles ont donc quitté la Franche-Comté sans laisser d'adresse, sans laisser de nouvelles. Elles ont littéralement disparu. Quant à Monique, elle a purgé sa peine à la prison de Rennes. Elle s'est montrée exemplaire, une détenue aux petits soins pour les autres prisonnières. Elle a donc pu bénéficier de toutes les réductions de peine, mais elle n'a jamais revu sa fille, ni son autre petite fille, Julie. Monique Berthaud est morte à Paris, 15 ans après avoir tué Sarah. Elle avait 75 ans. Il n'y a plus de famille Berthaud désormais. C'est le sentiment que j'ai en regardant aujourd'hui la tombe de Sarah. Il reste au contraire le souvenir de cette personnalité hors norme qu'était Monique Berthaud. Je me souviens que j'avais trouvé ça très dérangeant, toute cette place que prenait cette grand-mère qui avait commis ce crime horrible. Dérangeant de voir qu'une grande partie des personnes présentes, les experts, les magistrats, tout le monde en fait était sous le charme. C'était dérangeant, mais c'était la réalité. Dans un procès d'assises, les accusés, vous savez, on les voit, et comment vous dire, ils se tassent. Le dernier jour, ils sont comme ça. Je ne l'ai jamais vue, elle n'a pas perdu un demi-centimètre de sa taille pendant tout le procès. Et moi, je ne sais pas si je vais choquer, j'étais admirative. Elle était d'une posture beaucoup mieux que je me tiens maintenant. Et d'ailleurs, quand je me sens que je vais me laisser aller, je pense à elle en me disant « Non, tiens-toi bien ma fille ». Madame Berthaud s'est très bien tenue pendant son procès. Elle n'a pas bougé du tout. Waouh! On est en face de quelqu'un d'hors norme, c'est sûr. C'était l'affaire Monique Berthaud. Reportage Marion Streicher. Prise de son et mixage Thierry Balland. Production et réalisation Christine Siméon Giocanti. Studio de création France Bleu.